Bonjour cher réseau, c'est Amri Monji, consultant formateur en optimisation de la performance opérationnelle. Je vous propose une capsule de formation sur la démarche ergonomique. Dès le départ, je vous invite et je vous conseille vivement de défiler la séquence jusqu'à sa fin parce que c'est très important. Alors, pour mettre en relief l'ergonomie dans tout type d'entreprise de biens ou de services, j'ai bien préféré de commencer par lister non exhaustivement les mauvais scénarios qui peuvent résulter de l'absence d'une démarche ergonomique bien soignée. La tête de la liste contient l'apparition de plusieurs maladies professionnelles qui peuvent avoir comme conséquence la baisse du taux de rendement, l'augmentation du taux de non-conformité, l'augmentation du taux d'absentéisme, des retards de livraison, une augmentation du taux de rebut et l'apparition de plusieurs risques psychosociaux et surtout le stress professionnel. Historiquement parlant, dès l'apparition des premières productions et pendant des milliers d'années, l'homme a été mis au service de l'équipement. Comme vous le constatez dans cette première figure, dans une production minière, c'était l'homme qui tirait sans peine des chariots très lourds jusqu'à l'apparition des principes et des règles de la démarche ergonomique qui ont pu réajuster l'équation et l'égalité afin de mettre l'équipement au service de l'homme. C'est ce qu'on appelle le confort au travail. Maintenant, si on veut définir l'ergonomie et en nous basant sur les trois piliers primordiaux de tout type de production qui sont la fonction ou la tâche à faire, le matériel ou l'interface avec laquelle on va exécuter la tâche et l'utilisateur qui va présenter un profil spécifique, on peut définir l'ergonomie comme simplement la recherche d'une meilleure adaptation possible entre une fonction, un matériel et son utilisateur. Et pour bien expliquer le principe ou le concept d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse, on va nous référer à ces deux cardiographes. Sur ce premier poste de travail, lorsqu'on a négligé les notions de l'ergonomie, on constate que l'opérateur se penche plusieurs fois chaque heure pour exécuter ses tâches. Ceci nous amène à une fréquence cardiaque de l'ordre de 93, avec un facteur de fatigue qui va s'amplifier dès les premières heures de travail. En soignant l'ergonomie de ce même poste de travail à travers la mise en œuvre et la mise à disposition des outils et des dispositifs nécessaires, et en mettant l'opérateur dans une posture équilibrée et adéquate, on constate que la fréquence cardiaque passe à 84 uniquement, avec un facteur de fatigue très bien maîtrisé tout au long de la journée de production. Ceci va nous permettre de dévoiler les principaux objectifs de l'ergonomie, qui sont 1. Diminuer les accidents et les maladies professionnelles, 2. Accélérer l'adaptation et l'adaptabilité au poste de travail, 3. Accroître le bien-être au poste de travail. Il faut noter que ces trois premiers objectifs doivent être pris en compte dès la phase de conception. Et ils vont tous aboutir à un quatrième objectif qui est l'augmentation de la productivité. On peut alors conclure que l'objectif principal de l'ergonomie, c'est d'atteindre et de chercher une balance ou une adéquation optimale entre l'organisation, le contenu et l'environnement du travail et les dimensions corporelles et les mesures humaines de point de vue âge, sexe et état physique de l'homme de l'autre côté. Sachez bien que plusieurs études ont confirmé que parmi les principaux apports de l'ergonomie, on peut lister le fait d'accroître le bien-être au poste de travail, ce qui va améliorer la qualité des produits et des services. Aussi, l'amélioration et l'augmentation de la motivation au travail qui pourra avoir un impact très positif sur le rendement et la productivité. On passe maintenant au type de l'ergonomie.
il s'agit de trois types. Le premier type d'ergonomie, c'est l'ergonomie physique, qui s'intéresse aux caractéristiques biomécaniques de l'homme. Et elle va nous permettre de définir les postures de travail, debout, semi-debout ou assis, de définir les méthodes de manutention des objets et de répartir les mouvements répétitifs. Le deuxième type, c'est l'ergonomie cognitive qui s'intéresse aux processus mentaux, ça veut dire la perception, la mémoire et le raisonnement du collaborateur. À travers cette ergonomie cognitive, on peut alléger la charge mentale chez l'opérateur, faciliter la prise de décision sur les postes de travail et minimiser, voire même éliminer les sources de stress professionnel. Le troisième type d'ergonomie, c'est l'ergonomie organisationnelle. Elle s'intéresse à l'optimisation des systèmes socio-techniques à travers l'optimisation de la communication entre les personnes et les services, l'optimisation de la planification des horaires de travail et l'optimisation du management visuel pour pouvoir gérer facilement les performances de la production. Avec ces trois types, il existe aussi trois approches d'ergonomie. La première approche, c'est l'ergonomie de conception, qui s'intéresse à prendre en compte toutes les contraintes pendant la phase de conception afin d'accroître l'adaptabilité entre l'équipement et son utilisateur. À titre explicatif, pour ne pas avoir cela veut dire pour ne pas avoir un poste totalement pénible qui engendre énormément de troubles musculo-squelettiques ou TMS et des douleurs chez ce pauvre collaborateur, il faut concevoir cela. Ça veut dire il faut établir et concevoir un standard ergonomique qui va nous permettre d'optimiser la conception de nos postes de travail. La deuxième approche, c'est l'ergonomie d'aménagement qui sert à optimiser les implantations des postes de travail pour minimiser les déplacements et les efforts inutiles. Si vous analysez ce poste de travail, vous allez constater que ce pauvre opérateur, pour produire un seul produit ou un seul objet, il doit faire jusqu'à 14 mouvements qui contiennent des va-et-vient inutiles et des efforts inutiles. La troisième approche, c'est l'ergonomie de correction qui va nous permettre d'améliorer un poste ou un équipement existant dans une vision d'accroître son efficacité et son adaptabilité avec son utilisateur. C'est grâce à cette ergonomie de correction qu'on a pu optimiser ce poste de travail et le rendre réglable en hauteur pour pouvoir l'utiliser en posture assise comme en posture debout. Quant au coût de l'ergonomie, si on va adopter une approche d'ergonomie de conception, le coût sera très faible, alors que si on va adopter l'approche d'ergonomie de correction, le coût sera important et il faut prévoir des arrêts temporaires de productivité. Heureusement que le tout est amorti rapidement. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans tous les cas, que ce soit l'ergonomie de conception ou de correction, les avantages sont multiples vu qu'on va diminuer la fatigue et les maladies professionnelles et on va augmenter la motivation, le rendement et la qualité. On ne peut pas parler d'ergonomie sans parler des troubles musculo-squelettiques. Alors il faut noter que si on travaille sur une machine, dans une chaîne de production, dans un bureau ou dans un comptoir, on pourra tous avoir des douleurs physiques avec des impacts négatifs qui peuvent augmenter le taux d'absentéisme et diminuer le taux de rendement et de qualité. Et si on veut faire une liaison entre ergonomie et TMS ou troubles musculo-squelettiques, on va constater que certains concepteurs imaginent l'homme comme ça. Cela veut dire les dimensions corporelles de l'homme par rapport à la machine à mettre en œuvre ou à concevoir, c'est de cette façon-là. Alors que réellement, elle est de cette façon. Ce déphasage entre la conception virtuelle et les données biomécaniques réelles du terrain et de l'homme
sont à l'origine de la grande famille des troubles musculo-squelettiques. Ces troubles musculo-squelettiques peuvent avoir plusieurs symptômes et se localisent au niveau des membres supérieurs, comme les indiquent ces photos-là, au niveau du dos et de la colonne, comme au niveau des membres inférieurs, au niveau des genoux et des chevilles. Le plus dangereux dans ces TMS, c'est l'hernie qui peut causer une forte douleur au niveau du nerf sciatique et bloquer une personne pendant une longue durée. On ne va pas détailler davantage ce point-là parce que on le traite dans une formation qui s'étale sur 3 journées. Mais pour avoir une idée plus claire sur les origines des TMS, on va noter qu'il s'agit de 4 origines. 1. Les facteurs individuels liés à l'âge, le sexe et la santé de la personne. 2. Les facteurs biomécaniques, ça veut dire les efforts à fournir, la répétitivité des tâches, l'amplitude angulaire et les positions statiques sur le poste de travail. 3. Les ambiances physiques liées à la vibration, le froid, le bruit et l'éclairage. Et 4. Les facteurs psychosociaux liés principalement au stress professionnel, à la surcharge au niveau des postes de travail, au climat social et au style de management. Tous ces points-là, on peut les remédier et les négliger une fois on a établi notre standard ergonomique et on l'a mis en œuvre. Maintenant, on a traité le sujet de l'ergonomie en termes de définition, type et approche. Et on a traité le sujet des troubles musculo-squelettiques qui peuvent apparaître à divers niveaux dans le corps si on ne soigne pas l'ergonomie de nos conceptions. Cela nous permet avec simplicité de dévoiler qu'est-ce que ça veut dire une démarche ergonomique. Eh bien, simplement, une démarche ergonomique, c'est la gestion des performances ergonomiques en nous basant sur les principes de l'amélioration continue qui sont le plan Do Check Act ou, comme le montre cette figure, PDCA, qui peut s'appeler aussi PDCA, roue de Deming, boucle ou cycle d'amélioration continue. Le P, c'est pour planifier et organiser, D ou Do pour réaliser et mettre en œuvre, Check pour contrôler et vérifier, et c'est le point d'effet cliqué ou d'anti-retour qui va nous permettre de poursuivre à faire l'amélioration et ne pas se dégrader sur cette pente de progrès, et A pour acte ou pour valider ou améliorer. Si on veut faire une liaison entre la démarche ergonomique et les principes de PDCA, on va commencer par P, ça veut dire planifier. En termes d'ergonomie, planifier revient à établir un standard d'ergonomie, planifier la formation des concernés sur les principes de l'ergonomie et les clauses du standard d'ergonomie, planifier des audits et des chantiers d'ergonomie et définir des KPI d'ergonomie ou des indicateurs de performance d'ergonomie. D ou réaliser, ça va nous amener à passer à l'action et former les concernés sur les principes de l'ergonomie et à réaliser les audits et les chantiers d'ergonomie. Le C qui vient de check va nous amener à faire des revues des audits, ça veut dire voir les résultats, est-ce que c'est bien passé comme planifié ou pas, à évaluer les chantiers et analyser les indicateurs de performance ergonomique. Pour finir par A ou acte,
une phase pendant laquelle on va faire la capitalisation de nos travaux et revoir nos standards pour pouvoir les améliorer. Mais il faut noter qu'il faut absolument définir des indicateurs de suivi, ça veut dire des KPI ou des indicateurs de performance pour faire le suivi des travaux et des chantiers ergonomiques, sinon on ne peut pas parler d'ergonomie, parce que l'ergonomie c'est pas de lancer un chantier et le laisser à part. Bien sûr, de cette figure on prend la façon de présenter nos travaux et cela ne veut jamais dire qu'on doit utiliser ces mêmes titres ou ces mêmes colonnes, hein. Mais visuellement ça peut nous donner une idée pour présenter nos travaux à nos collaborateurs, à notre hiérarchie ou à notre direction. Et une phase très importante que j'ai annoncée, c'est la phase de l'audit. L'audit, c'est pas n'importe quoi. Il faut commencer par établir un standard d'ergonomie. À partir de ce standard, définir un support d'audit ou une checklist d'ergonomie et ensuite passer à la planification et essayer de respecter cette planification. Tout cela ne pourra pas aussi réussir en l'absence du minimum nécessaire en termes d'équipement pour faire les audits, à savoir un sonomètre pour contrôler les niveaux sonores, un hygromètre, thermomètre pour contrôler l'humidité et la température et un luxmètre pour contrôler le niveau d'éclairage sur les postes de travail. Cette courbe va vous montrer et va nous montrer ensemble l'importance des audits. Vous constatez ici que si on fait un audit, on va améliorer nos performances. Ensuite, si on lâche, on va avoir ce qu'on appelle le retour des mauvaises habitudes. Et si on revient à faire nos audits, on va repartir vers un sens ou une trajectoire de performance permanente. La conclusion, c'est qu'il faut exploiter les résultats des audits et faire le suivi et essayer de mettre en place ce qu'on appelle l'AIC, les audits à intervalles courts. Plus les intervalles entre l'audit et l'audit suivant est court et courte, ou plutôt plus l'intervalle est court et la période est courte, plus on garde un niveau de performance permanent. Maintenant je vais passer avec vous pour vous donner quelques flashs liés à l'ergonomie et la démarche ergonomique. Il faut noter que si on veut soigner l'ergonomie de nos postes de travail, il faut se référer au cercle des trop. Ça veut dire trop fort à titre indicatif. Il faut partir vers des poids qui s'approchent et qui soient aussi inférieurs à 5 kg selon l'homme ou la femme sur le poste de travail. Trop longtemps, par exemple, ici, ça nous montre le travail répétitif. Il vaut mieux viser moins d'une répétition par heure. Et ici, on parle des pauses, ça veut dire il faut, c'est dans la limite du possible, multiplier les pauses pour avoir une énergie permanente. Trop loin ici, pour rapprocher les composantes des postes de travail, et ici trop vite. Ceci, on peut le détailler lors d'une formation qui s'étale sur 3 journées. Je passe avec vous, avant de clôturer, à la définition ou la lecture du cercle de l'ergonomie qui contient 5 facteurs principaux. Au centre, on situe l'homme et la tâche. Et
il s'agit de 5 facteurs importants pour réussir la démarche ergonomique, qui sont l'homme, l'environnement de travail, le contenu de travail, l'organisation du travail et le poste de travail. Dans cette capsule, on va prendre quelques flashs uniquement de l'environnement de travail. Cet environnement de travail, il va prendre en compte l'éclairage, la vibration, l'ambiance thermique, la vibration et la ventilation plutôt et le bruit. On commence par le sujet de l'éclairage. La présente courbe vous montre et nous montre que le besoin en luxe, il diffère d'une situation à une autre. Plus la précision est poussée, plus le nombre en luxe est élevé. Et ceci, on peut le mentionner dans notre standard d'ergonomie, par exemple à titre indicatif et arbitraire. Pour les aires de circulation, on peut définir uniquement son luxe. 400 luxe seront suffisantes pour la mécanique fine, la gravure et la comparaison des couleurs. Et on peut passer jusqu'à 2000 luxe pour faire des contrôles de précision pendant une longue durée. Une chose très importante qu'on ne tient pas en compte, c'est que le niveau d'éclairage, il subit une dégradation au cours du temps. Vous constatez que si on met en place une installation d'éclairage industriel, on commence avec un éclairage de l'ordre de 100%. Au bout de 6 mois, on pourra avoir une chute entre 10 à 25% du niveau d'éclairage. Et au bout d'un an et demi, on peut baisser jusqu'à 50% à cause des poussières et des usures des filaments. Et ceci va impacter la qualité et le rendement. Pour ne pas avoir cela et garantir un niveau d'éclairage permanent, il faut planifier des vérifications périodiques du niveau d'éclairage sur les plans de travail et il faut maintenir un niveau de propreté des surfaces d'éclairage. On passe au deuxième sujet dans ce facteur d'environnement du poste de travail qui est le bruit. La courbe suivante nous montre que selon le niveau de bruit ou le niveau sonore, on a une limite d'exposition, de durée d'exposition. Ça veut dire, à titre indicatif, pour un niveau sonore de 85 décibels, on peut être exposé, ou le collaborateur peut être exposé au max 8 heures, alors que pour un niveau sonore de l'ordre de 100 décibels, maximum 1 heure de durée d'exposition. Au-delà de ces niveaux-là, il y aura un risque de surdité professionnelle et il faut préconiser des protections auditives qui seront indispensables. Cette configuration nous montre que entre 70 et 75 décibels, la plage est satisfaisante. Jusqu'à 80 et jusqu'à 65, elle est acceptable. Au-dessous de 65, on parle d'une surprotection et purement un gaspillage en termes de protection. Au-delà de 80, on parle d'un risque de perte auditive. Pour impliquer les opérateurs, il faut les former sur les effets du bruit sur leur santé afin de leur responsabiliser et les faire participer à la prise de décision en termes de choix des équipements de travail. Pour l'ambiance thermique, il faut tenir attention aux facteurs thermiques et éviter de planifier des travaux dans une température trop basse ou trop élevée. Et on finit par le sujet des vibrations. Et ici, on liste uniquement quelques recommandations à titre indicatif. Favoriser les outils portatifs produisant un minimum de vibrations. Préférer les outils électriques. Exiger le port de gants anti-vibratoires. Prévoir des supports
anti-vibratoires et éloigner les opérateurs des machines vibrantes. En formation en mode présentiel, on vous propose des recommandations techniques, organisationnelles et technologiques avec à l'appui des schémas techniques, des photos, des références de vendeurs ou de constructeurs et des séquences vidéo sur les modes d'utilisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite avec toute politesse de l'aimer, de la commenter et de la partager. Et si vous voulez être informé de mes futures vidéos liées à l'amélioration continue, au lean manufacturing, à l'optimisation des performances opérationnelles, je vous invite aussi avec toute politesse de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et je poursuis à vous dévoiler les secrets de cette brave formation. Elle s'étale sur 3 journées et 18 heures. Et les plus de cette formation, c'est qu'elle est pleine d'exercices terrain et de conseils et de recommandations techniques. Et à la fin de la formation, énormément de formulaires Excel prêts à l'emploi seront offerts à chaque participant. Enfin, je vous laisse mes coordonnées. Une fois vous voulez me contacter pour avoir un devis ou planifier la formation dans vos locaux ou dans un hôtel. Dans le plaisir de vous lire, de vous entendre et de vous fréquenter, je vous dis au revoir, cher réseau.